il y a deux choses, il y a la crise des Gilets jaunes et il y a la réponse qu'on y a apportée par le grand débat. Puis ensuite, il y a l'histoire qui dira ce qu'on a fait du résultat du grand débat. Il est peut-être d'ailleurs un peu trop tôt pour le dire, parce que le quinquennat n'est pas terminé, et puis on verra ce qui se passera ensuite. Le grand débat, ce qui est intéressant, c'est une nouvelle manière de refaire vivre un peu la démocratie, quoi. Dès lors que les corps intermédiaires et que la démocratie représentative étaient interrogés et remis en question, comment on crée un espace d'expression directe qui pour autant n'abîmait pas la démocratie représentative. Sinon, j'aurais jamais accepté de l'organiser. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'appuie sur les maires. À la fois, on est dans un dialogue direct, mais direct avec des gens qui sont légitimes pour le faire. Et au fond, il fallait aussi à l'époque, arriver à démêler les personnes. Ça veut dire quoi, démêler les personnes? Les casseurs, les dingues, les types qui voulaient en finir avec la République, les factieux du samedi après-midi, puis les gens qui, légitimement, disaient « moi, je ne suis pas d'accord avec vous ». Moi, je crois en ça et je trouve que vous ne le faites pas assez, ou je ne me sens pas représenté par vous. Et en fait, c'était important d'arriver à bien séparer les deux publics. Un public minoritaire, heureusement, mais violent, délinquant, minoritaire, mais spectaculaire sur BFM chaque samedi après-midi, et puis en même temps, l'immensité de nos concitoyens qui souvent pouvaient être en profond décalage avec nous. Moi, je l'ai vu dans mon département de l'Eure, en milieu rural, ne comprenant pas très bien parfois ce qui pouvait leur arriver, en tout cas les raisons pour lesquelles nous faisions un certain nombre de réformes. C'était la question écologique notamment, hein, qui avait quand même agité un certain nombre de nos concitoyens. Donc le grand débat, c'était comment on remettait de la paix, et comment avec une assemblée de 800 maires, le président de la République au milieu, les maires avec leur écharpe bleu, blanc, rouge, pendant 5, 6, 7, 8 heures, Grand Bortraude étant le premier chez moi dans mon département, on avait ces images de paix, des images de politique au sens noble du mot politique, comment ces images écrasaient les images de violence du samedi après-midi. Ça, c'était le principal défi, et on y est arrivé, et seul un président jeune, pour le coup, et un peu courageux, pouvait le faire. Et lui a compris qu'on ne pourrait pas faire du maintien de l'ordre et avoir une réponse régalienne forte le samedi si le reste de la semaine, on n'avait pas un espace de débat. Et ce qui est fondamentalement macroniste, c'est le risque personnel que lui a pris. Parce qu'au fond, dans une mécanique 5e République, le président de la République doit se protéger. Pour cela, il y a un gouvernement, une majorité, une formation politique. Et le président est au-dessus de tout ça. Enfin, il aurait pu très bien aussi, dans une élocution hebdomadaire d'une demi-heure à la télévision, claquemurer à l'Élysée. Quand vous mettez dans une agora de 700 personnes, personne ne nous croyait au début quand je disais que les questions n'étaient pas préparées. Très vite, les gens ont bien vu qu'on ne pouvait pas tenir autant d'heures avec une maîtrise des choses. Moi, j'avais les 4-5 questions, premières questions qui étaient plus ou moins amorcées pour être sûr qu'on arrivait à amorcer la pompe, mais derrière, les choses partaient. Mettre le président de la République en exercice, en direct sur toutes les chaînes info, pendant des heures, en prise directe comme ça, avec des questions qui pouvaient être des questions particulièrement désagréables ou sur des sujets particulièrement touchy, on peut le dire comme ça, bah, c'est une prise de risque quasiment inédite sur la 5e République. On a fait 96 heures de retransmission. Je peux vous en assurer qu'à la fin, j'en pouvais plus. Mais la réalité, c'est que de ces 96 heures, ça était sans filtre. Et c'est la sincérité de la démarche, et là, pour le coup, c'est du Macron. Cette sincérité-là, elle a trouvé évidemment son écho dans le pays. Et d'ailleurs, les chiffres d'audience ne diminuaient pas. Au mois de février, on commençait évidemment à fléchir un peu. Mais tous les grands débats du mois de janvier, il y avait une attente forte. C'était un vrai moment de politique. La difficulté, c'est vrai que la multiplication des crises a ponctué le quinquennat. Ça, c'est quand même... Enfin, moi qui aime bien l'histoire politique, vous avez toujours eu des crises. Enfin, le président Giscard d'Estaing, lorsqu'il est élu en 1974, très franchement, le choc pétrolier n'était pas franchement prévu au programme. Pareil pour les questions liées au terrorisme. Je remonte même pas au général de Gaulle avec la question coloniale et notamment la guerre d'Algérie. Bon, donc, il y a toujours eu des crises. On ne va pas commencer à dire que c'était plus grave, le président Sarkozy, la crise financière. Ce qui est quand même assez inédit, c'est sur un quinquennat, donc une réduction du temps d'action, vous avez quand même 2 énormes crises qui structurent les choses. Bon. Et entre ces crises, on n'a quand même pas abandonné la volonté de réformer. Après le grand débat, après les Gilets jaunes, s'engager sur le chemin d'une réforme des retraites dont on sait très bien que c'est jamais le sujet le plus consensuel de la Terre dans ce pays, il faut quand même avoir une bonne dose de courage. Et je vois bien qu'on surprend quand même encore une partie de nos concitoyens en disant mais quand on fait l'assurance chômage en ce moment, ça surprend quand même. Parce qu'au fond, le macronisme, de mon point de vue, de là où je viens aussi, c'est quand même la promesse qu'il va se passer des choses. Enfin, un jeune président Quadra,
qui vient de là où il vient, dans le mouvement politique qu'il a réussi à créer, sous forme de dépassement, on y reviendra sans doute, bah, ça ne fonctionne que s'il y a du mouvement, s'il y a de l'action, s'il y a une volonté de transformation, comme on dit si bien. Le mot réforme est un peu abîmé maintenant, mais peu importe. En fait, tout le monde ressent au plus profond de soi-même que le pays a besoin de changement pour faire bouger les lignes. Personne ne comprendrait qu'on soit immobile. Donc c'est ça qu'il faut continuer à amorcer. On le fait. Peut-être que ce n'est pas assez visible, mais auquel cas il appartient à des gens comme moi, ministres, les parlementaires, de méditer, de le faire savoir. Au fond, l'État tient bon. Et nos institutions tiennent bon. Enfin, je ne veux pas dire tout va bien, etc. Il y aurait beaucoup à dire, puis le moment venu, le Parlement, les électeurs, la justice même, seront amenés à trancher si tout ça a été géré convenablement ou pas. Bon, je ne suis pas là pour... Enfin, si on se compare quand même, si on regarde un tout petit peu aux alentours, y compris dans des pays européens, on n'a pas complètement à rougir de la manière dont c'est géré, y compris sur le volet économique et social. Enfin, je veux dire, on a quand même un État-providence qui amortit quand même le choc. On est loin de la caricature du président des riches du début du quinquennat. On est loin de la caricature d'un pouvoir qui serait néolibéral, profondément internationalisé. Enfin, tout d'un coup, quand même, tout ça est retombé. Et pour cause, c'était complètement injuste et non fondé. Puis ensuite, bien sûr, il y a les Outre-mer. Je ne peux pas, évidemment, ne pas en parler. Bah, c'est très compliqué parce que loin des yeux, loin du cœur. Et je le vois bien, peu de journalistes s'intéressent à ce qui se passe, malheureusement, dans les territoires d'outre-mer. Puis en plus, on vit la tête à l'envers, parce que c'est l'hiver ici à Paris, mais c'est bien souvent l'été. Comme il fait un climat différent, la circulation du virus ne fonctionne pas complètement de la même manière au gré de l'année. Quand on est la Guyane, on a des enjeux de frontières énormes. Quand on est une île très reculée, on peut s'ostraciser, mais avec aussi le meilleur et le pire qui va avec la fermeture des frontières. Donc c'est très compliqué. Et la vie dans le Pacifique n'est pas la vie dans l'océan Indien, qui n'est pas la vie dans l'océan Atlantique. Donc là, cette gestion, on l'a vraiment territorialisée, territoire par territoire. Et j'ai plutôt la chance, et j'ai un chef de l'État qui est complètement amoureux des Outre-mer, qui est complètement sur la balle, sur le sujet. Donc la gestion de crise est assez, en tout cas, elle est plus facile pour moi, avec l'écoute que le président de la République et la connaissance qu'il a des différents territoires ultramarins. Quand les gaullistes se lancent, on les regarde bizarrement. Au fond, ils ont l'air plutôt de droite, mais en même temps, on s'aperçoit très vite qu'ils sont en rupture profonde avec ce qu'est la droite de l'époque. Et pour cause, d'ailleurs, c'est la droite qui attaque le plus durement le général de Gaulle. Il invente quelque chose de complètement nouveau, qui d'ailleurs fait beaucoup d'écho chez les communistes, et pour cause, au lendemain de la guerre, et la résistance est passée par là, et la résistance au nazisme et au fascisme est passée par là. La question algérienne bouscule beaucoup les choses. Et puis voilà que le général se lance, et puis à un moment donné, on a des gaullistes qui arrivent au pouvoir, qui ont une majorité parlementaire, qui ont du mal à s'implanter dans les différents territoires municipaux, avec des élections municipales qui sont difficiles pour les gaullistes, avec un Sénat qui résiste durement et farouchement au général de Gaulle, et puis très vite derrière, UNR, UDR, enfin on connaît la suite. Bon, comparaison n'est pas raison. Mais je dis juste que c'est intéressant, voilà 5 ans. Ce qui est amusant, c'est les 5 ans qui viennent. C'est de se dire, est-ce que la promesse de dépassement qui vient d'un homme, mais est-ce qu'à un moment donné, elle irrigue l'ensemble de la vie politique nationale? Je pense que oui. Parce qu'au fond, les maires, dans leurs conseils municipaux, avaient déjà un tout petit peu engagé ce virage-là. Les élections municipales de 2014, comme de 2020, elles ont été moins politiciennes, moins politisées que n'ont été les élections municipales de 2001 ou de 95, par exemple. Donc il se passe quelque chose dans la vie politique. Il y a de plus en plus de parlementaires, de sénateurs qui ne sont plus affiliés à des mouvements politiques, qui sont vraiment dans une logique très locale. Bon, bah là, ça s'est traduit à l'élection présidentielle. Donc je pense quand même que le pays est mûr pour une autre manière de faire de la politique. Et en cela, En Marche devra trouver sa place, continuer sûrement à se transformer, continuer à bouger, accueillir. Moi, j'en suis un des visages. Je ne suis pas marcheur de la première heure. J'adhère en l'automne 2017, considérant que très franchement, le président de la République mérite quand même qu'on adhère dans le mouvement qu'il a créé avant qu'il ne soit élu chef de l'État, parce que faut en être, il faut être militant, il faut avancer. Mais il ne faudra surtout pas faire du surplace, il ne faudra surtout pas s'enfermer sur En Marche. Si ça reste un mouvement politique un peu inédit et original, il faudra continuer à travailler pour qu'il soit original. Il faudra faire des additions, il faudra refuser toute forme de sectarisme. Et pardon, mais parfois, je vois quand même quelques réflexes qui
commence à s'apparenter à ce que sont les autres formations politiques, ou en tout cas ce qu'elles étaient. Les mêmes causes conduiront aux mêmes effets. Si En Marche devient un mouvement comme les autres, il aura l'affection de nos concitoyens tout autant diminuée comme pour les autres. Et donc il faut être vigilant à ça.